Voici donc un petit exercice. Bon, je vous rappelle tout d'abord la météo. Ce matin, en ce jeudi 6 mai, la météo semblait valable, alors que la journée passant, elle s'est dégradée et les nuages se sont agglutinés pour former des masses nuageuses et donc des pluies. Des pluies. Donc on est en plein de... voilà, il y a des pluies et en plus de ça, il fait un petit peu froid. Voilà, ça c'est concernant la météo. Maintenant, je vais vous lire l'énoncé ici. On donne une ellipse, deux foyers F1, F2. Je vous rappelle qu'une ellipse a deux foyers, contrairement à d'autres coniques. L'hyperbole et l'ellipse possèdent tous les deux foyers. Le centre, enfin le cercle en possède un qui est 0, 0. Enfin, je parle pour un cercle central à l'origine. Il est en 0, 0 le foyer. C'est le centre du cercle. Le foyer, c'est le centre du cercle. Pour un cercle. Donc il n'y aurait qu'un seul foyer. Alors que pour une ellipse, on a deux foyers. Pour une hyperbole, on a deux foyers. Et pour une parabole, on n'a qu'un foyer. On a un foyer. Donc parfois on a deux foyers. Pour les coniques, parfois on a un foyer. Ça dépend le type de conique. Alors on part du fait ici qu'on a affaire à une ellipse centrée. Hein, une ellipse centrée. Soit, voilà, soit elle est horizontale ou soit elle est verticale. Alors c'est moi qui vais définir l'ellipse pour les besoins de la démonstration. Soit elle est comme ceci, verticale, ou soit horizontale. Elle pourrait être oblique, pourquoi pas. Alors, rechercher et analyser le lieu des projections orthogonales du foyer F1 sur les tangentes à cette ellipse. Donc, il faut rechercher un lieu de point ici. Donc, on donne une ellipse de foyer. Donc, on a les foyers. Oui, si on n'avait pas eu les foyers, c'est un petit peu embêtant parce qu'il faut rechercher les axes de symétrie. Donc, vous voyez qu'il y a une suite logique à rechercher. Si on a l'ellipse, qu'on n'a pas les foyers, et qu'on n'a pas les axes de symétrie, ben, il faut d'abord chercher les axes de symétrie, coûte que coûte, par une technique où on peut retrouver les axes de symétrie. Une fois qu'on a les axes de symétrie, bon, il y a la technique du cercle, mais ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Voilà, la technique du cercle. Vous voyez qu'ici, si j'insère un cercle qui épouse au mieux l'ellipse, il faut le faire avec le maximum de précision, et donc de l'autre côté aussi. Là, et là, vous voyez qu'il y a moyen de construire un segment de droite là par l'intersection des deux cercles. Et donc ça c'est l'axe, le premier axe de symétrie. Et si vous voulez le second, vous faites une perpendiculaire à l'axe trouvé. Bien sûr une médiatrice. Une médiatrice, pourquoi? Médiatrice de quoi? Mais vous aurez trouvé deux points. Hein. Vous avez deux points ici d'intersection AB. Vous faites la médiatrice de AB. Et là vous aurez les deux axes d'office. Par contre c'est pas toujours le cas parce que si j'ai une ellipse qui est un petit peu étirée comme ceci ici, bon, le problème se pose, hein. On n'aura pas d'intersection si j'essaie d'épouser au mieux. Donc la technique que je vous ai présentée, elle n'est pas toujours valable parce que, bon, vous voyez qu'ici, elle est trop étirée. Elle est trop étirée. Donc je ne sais pas avoir d'intersection. Là. On ne sait pas avoir l'intersection, mais on sait où est. Si, malgré tout, on peut se débrouiller comme ceci. En posant le cercle, on sait où est le centre. Voilà, du moment qu'on sait où sont les centres, là je peux me débrouiller comme ceci. J'ai le centre C1, C2 et j'ai relié le centre C1, C2. Dès le moment où vous savez où vous avez mis votre centre, du cercle qui épouse au mieux l'ellipse, vous avez vos centres.
Là, à ce moment-là, bon, le tout maintenant, pour chercher la perpendiculaire, encore une fois, vous avez vos centres. Hein. Vous avez un centre ici, un centre ici. Et là, vous faites la médiatrice par rapport au centre C1 et centre C2. Donc vous cherchez une médiatrice, une perpendiculaire passant par le milieu de C1 et C2. Et là, vous aurez l'axe, le deuxième axe. Donc on sait quand même se débrouiller pour trouver les axes, qu'il y ait une intersection ou pas. Mais le tout, c'est de savoir où vous avez posé votre centre à l'aide de votre compas. Donc il faut épouser au mieux un cercle passant par l'ellipse, au mieux qui épouse au mieux parce que quand je dis au mieux, c'est pour éviter les erreurs, le maximum d'erreurs. Hein. Vous minimisez l'erreur justement en prenant le segment le plus adéquat qui va épouser au mieux le cercle. C'est-à-dire voilà, le cercle doit être au mieux sur l'ellipse. C'est une question d'observation. Il faut bien faire passer le cercle sur l'ellipse. Et dès le moment où vous faites passer correctement le cercle sur l'ellipse, eh bien vous avez le centre du cercle. Approximatif. C'est un centre approximatif. C'est une technique comme une autre, mais en tout cas, elle peut se révéler précise si vous travaillez avec précision. Si vous cherchez au mieux la cercle qui épouse au mieux l'ellipse, vous aurez déjà un point. Votre point de siège du compas sera un point précis. Hein, un point précis. Mais pour ça, il faut chercher il faut faire des manipulations, hein, on ne le trouve pas tout de suite. Hein. Je vous ai montré une vidéo où j'ai fait 4-5 manipulations avant de trouver, je veux dire, un bon cercle qui épouse au mieux. Et j'avais un centième d'erreur. Un centième d'erreur. Voilà, sur GeoGebra. Parce que les erreurs tolérées sur papier, c'est un dixième. Hein. En fait, à pas avoir 4,1, vous avez 4,2, on ne va pas dire que c'est mauvais, hein, je vous le dis tout de suite. Maintenant, ce 4,1, si une droite elle doit réunir une droite au loin, ce 4,1, bien sûr, plus c'est loin, plus ça va engendrer une erreur. Hein. L'éloignement va engendrer un écart d'erreur beaucoup plus grand. C'est à cause de l'éloignement. Plus c'est proche, un dixième proche, voilà, enfin bref. Il faut être précis quand vous faites ça, c'est juste ça. L'erreur sera voilà, la marge d'erreur de un dixième, et c'est facile d'avoir une précision au dixième. Hein. Bon, voilà. Et si vous travaillez sur GeoGebra, vous pouvez avoir des, voilà, comme je l'ai fait dans une vidéo, un centième d'erreur. Ouais, c'est très bien. Hein. Quoi d'espérer de mieux. Et les axes étaient, je veux dire, voilà, quasi confondus par rapport aux axes trouvés par GeoGebra. Donc je peux vous dire que bon, on atteint une certaine forme de précision par la technique de ces deux cercles-là. Enfin bref. Alors donc on donne une ellipse et les foyers. Donc il ne faut pas construire le tout, parce qu'on a les foyers qui sont donnés. Mais généralement, si on n'a pas les foyers, ben, il faut construire les grands axes. Ensuite, le centre de symétrie. Enfin, les grands axes, que je dis les grands axes, ce sont les axes de symétrie. Ensuite, le centre de symétrie. Puis, quand on a le centre de symétrie, on dessine le petit cercle, le grand cercle. Et en le petit cercle, le grand cercle, par construction, on sait trouver le foyer, comme je vous ai montré dans une vidéo. Et en le foyer, on peut trouver le paramètre. Et avec le paramètre, on peut trouver la directrice. Tout découle après. Ça découle. Tout découle les uns à la suite des autres. Donc on donne une ellipse de foyer F1 et F2. On recherchait et analysait le lieu de projection orthogonale du foyer F1 sur les tangentes à cette ellipse. Alors, pourquoi disent-ils sur les tangentes à cette ellipse Rechercher et analyser le lieu de projection orthogonale du foyer F1 sur les tangentes à cette ellipse. Oui, parce que tout d'abord, l'ellipse, ils ne vous ont pas donné d'équation. Donc, quelle aubaine, je dirais, parce qu'en fait, vous choisissez vous-même l'équation de votre ellipse. C'est vous qui allez la formaliser. Alors, si c'est nous qui devons la formaliser, autant prendre la plus facile, hein, la formalisation la plus facile pour faire la démonstration. Et la formulation la plus facile, bien sûr, il faut poser un repère orthonormé, bien sûr. Vous devez poser un repère orthonormé, ça d'office, parce on va faire. C'est un problème de géométrie analytique dans le plan. Donc, le plan est muni d'un repère orthonormé. Hein. Là, le X, enfin le Y, pardon. Et là, le X. Alors, pour avoir mon équation, ben,
je vais faciliter la tâche. Donc il s'agit d'une ellipse, et je vais prendre une ellipse centrée, et je vais centrer par rapport à, comme ceci. Je vais prendre une ellipse comme ceci. C'est-à-dire que je vais prendre une équation de type x carré sur a carré plus y carré sur b carré. C'est une ellipse, l'équation d'une ellipse égale 1. Bon, c'est l'équation centrée en 0, 0, le centre de symétrie confondu avec l'origine du repère, O. Tant mieux, je vais prendre celle-là, c'est la plus facile. Bien sûr, ici, avec A qui est plus grand que B. Parce que sinon, si A est plus petit que B, j'ai voilà, une ellipse orientée dans le sens vertical. Donc, pour les besoins de la démonstration, je prends ça. Il m'impose rien. Bon, je me facilite la vie. Je prends une ellipse comme ça. Alors, rechercher et analyser le lieu. Donc, il faut chercher et faire une recherche et une analyse du lieu des projections orthogonales du foyer F1 sur les tangentes à cette ellipse. Bon, on parle de tangentes à cette ellipse. Alors, lesquelles sont-elles? Tout d'abord, on donne deux foyers. Hein. Je vous l'ai dit, on donnait les deux foyers. Je vais placer les deux foyers qui se placent plus ou moins là. Bon, là, généralement, on note F2 sur la de gauche et F1 sur la de droite. Bon, ça, ce sont les foyers. Ils sont donnés. Il n'y a pas de problème. Alors, on dit que rechercher et analyser le lieu des projections. Il y a plusieurs projections. Voilà. Parce que ça prend S, des projections orthogonales du foyer F1. Donc on va projeter F1 de manière orthogonale sur les tangentes à cette ellipse. Sur les tangentes à cette ellipse, j'imagine que c'est toutes les tangentes à l'ellipse. Hein. Voilà. Donc c'est toutes les tangentes à l'ellipse, c'est-à-dire que j'en ai une qui est ici, une autre qui sera par là, une autre qui sera par là, une autre qui sera par là. C'est un point de contact. Une tangente, c'est un point de contact. On a chaque fois un point de contact avec l'ellipse. Donc ici, par exemple, j'ai un point de contact. J'aurai un point de contact ici. Et voilà, il y aura un point de contact là. Ici, un point de contact. Bon, mais la projection orthogonale, je vous rappelle que la projection orthogonale, il faut aller chercher une droite perpendiculaire à la tangente qui passe par le foyer, bien sûr. Hein. Voilà. Et l'intersection va me donner la projection. C'est juste, voilà. Là, j'aurai la projection orthogonale que je vais appeler A'. Alors, si je fais la tangente ici, la projection orthogonale, elle sera là. J'aurai, si ce point-là, bon, je suis en train de mal le faire, mais vous allez le voir par GeoGebra, ça va être mieux. Donc là, j'ai A. Projection orthogonale, ce sera le point A. Là, la projection orthogonale sur la tangente qui est là, il faut que je la... Elle est là, la projection orthogonale, elle sera perpendiculaire. Elle sera là. On aura un second point qui est A'. Ensuite, si je veux faire une projection orthogonale par rapport à cette droite-là, il faut que je fasse la perpendiculaire. C'est toujours par rapport à une perpendiculaire. Hein. Bon, c'est comme ça, les projections orthogonales. Par définition, c'est une projection perpendiculaire qui passe par le foyer, bien sûr, et dont l'intersection de la droite perpendiculaire passant par le foyer et perpendiculaire à tangente donne un point qui est, dans ce cas-ci, A seconde. Et donc, on aura A', A' seconde, et puis il faudrait qu'on le fasse avec celui-là. Bon, je vais le faire à main levée. Là, la projection orthogonale, je vais chercher la perpendiculaire. Je cherche chaque fois des perpendiculaires. Là, il y a une perpendiculaire. Ici, il y a encore une perpendiculaire. Voilà, là, il y a une perpendiculaire. Des perpendiculaires partout. Et là, bon, le point d'intersection va donner un point à tierce. Et ces lieux de points vont former, voilà, un lieu. Il faut découvrir, il faut rechercher ce lieu, il faut le découvrir, mais il faut en faire l'analyse. Avant tout de le découvrir, il faut en faire l'analyse. Bon, bah, avant de voir le problème, en quoi il consiste, je vais quand même rappeler des petites notions. Je vais essayer de tenter de les parcourir vite, ne pas rester imbriqué sur ces notions-là, parce que bon, je vais vous expliquer en gros c'est quoi la projection orthogonale. La projection orthogonale, je vais la simplifier ici. Elle est utilisée beaucoup. Alors, si je dois prendre un point A, si je veux la projection orthogonale de ce point A,
sur la droite, mais c'est de faire une perpendiculaire à la droite, passant par... On sait facilement le faire avec voilà, un rapporteur, hein, vous faites la perpendiculaire, et le point d'intersection ici va constituer, si vous voulez, la projection orthogonale de A sur la droite D. Et on va indiquer qu'on a la projection, c'est la projection... Bon, il y a une façon d'écrire la projection, c'est la projection, bien sûr, quand je parle de projection, c'est une projection orthogonale, avec jouant sur des perpendiculaires. Projection orthogonale sur la droite D de A égale A'. Donc c'est une transformation du plan, rien de plus. Hein. Comme on connaît, il y a différentes transformations de plan, les rotations, les symétries orthogonales, symétrie centrale, symétrie, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Bon, symétrie, rotation, voilà. Il existe d'innombrables transformations. Les homothéties sont des transformations. Tout ce qui peut faire bouger un point, enfin, même s'il ne bouge pas, ça peut être une transformation. On peut avoir une transformation identique sur lui-même. Un cercle resterait lui-même. C'est une projection sur lui-même. Hein. Donc, même qu'on aurait un cercle où vous n'avez pas d'image, mais peut-être que l'image est sur le cercle même. Bon, c'est lui-même. Le cercle, l'image, c'est lui-même. On peut avoir voilà, des transformations identiques. Donc, une transformation, c'est quand, je veux dire, le plan aurait changé, mais c'est pas parce qu'il a changé qu'il n'y a pas forcément de transformation. Hein. Comme je dis, on peut voir la transformation identique, qui est transformation quand même. Voilà. Donc c'est toutes des transformations du plan. Alors je vais aller vite lire les transformations avant, sans rester trop longtemps sur la théorie des transformations, sur les projections. Voilà. Et puis j'entamerai le problème par après. Donc en mathématiques, la projection orthogonale est une transformation de l'espace, une application linéaire. En géométrie plane, c'est une projection telle que les deux droites, la droite sur laquelle on projette et la direction de projection sont perpendiculaires. En géométrie dans l'espace, c'est une projection telle que la droite et le plan, quel que soit le rôle respectif, sont perpendiculaires. La projection orthogonale est un type de perspective très utilisé en dessin, ce qu'on appelle la géométrie descriptive. Bon, je vais vous montrer un petit peu ça. Dessin par projection, voilà, ça c'est la géométrie. La géométrie descriptive qui utilise ces notions de comment on appelle ça, de projection orthogonale. Alors en géométrie affine, ben voilà, c'est ce que je vous ai montré. Le A devient le H est l'image de A par projection orthogonale de A sur la droite D. Et on note, voilà, la projection c'est P. Alors sur la droite D, voilà, de l'objet A devient l'image H. C'est ce que je vous ai indiqué. Hein. C'est vraiment ça, mais bon, ils ont mis un petit P. Moi j'ai mis un P ronde. P ronde, voilà, j'ai mis le petit D qui est à droite, alors que, bon, là-bas, ils vous ont mis un grand D qui est à droite. Voilà, bon, ils vous ont mis tout par parenthèse, mais c'est pas nécessaire. On utilise souvent l'expression abaisser la perpendiculaire issue de A pour la construction de H qui peut se faire à la règle et compas, bien sûr. Analytiquement, H peut se trouver en effectuant le produit scalaire. Voilà, les projections orthogonales sont synonymes de produit scalaire. Bon, dans un espace pré-hilbertien, là on a le produit scalaire, il n'y a pas de problème, on peut faire facilement ce genre de projection. Voilà, ça c'est le produit scalaire, hein. On a le produit scalaire. Et bon, bien sûr, c'est au point de vue analytique, hein, avec des coordonnées. Vous mettez ça avec des coordonnées, et voilà comment faire une projection. Alors ça, c'est une projection d'une droite sur une droite. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on prend des points constituant la droite, on projette chacun des points, ben, on finit par avoir une droite. Géométrie dans l'espace, ben, c'est adaptable aussi bien dans le plan que dans l'espace. On projette un point, voilà, dans un plan, sur un plan, voilà. Mais on va toujours chercher toujours une perpendiculaire par rapport au plan. C'est toujours avec des perpendiculaires. On ne sait pas y échapper.
Projection orthogonale sur une droite vectorielle. Oui, on peut projeter sur une droite vectorielle, il n'y a pas de problème. Minimisation de la distance. Bon, inf, c'est l'infimum. Hein. C'est pour avoir la minimisation de la distance. Maximisation de la distance, c'est max voilà, de la norme x moins y. Et donc, ce que je voulais dire, c'est juste ça. Hein, bon, qu'est-ce que c'est qu'une projection orthogonale? C'est toujours une projection qui est perpendiculaire et que c'est fort utiliser. Enfin, on peut utiliser les produits scalaires en géométrie analytique ou en géométrie même vectorielle. On peut l'utiliser pour faire des projections orthogonales facilement. Il suffit voilà, de faire le produit scalaire et vous avez la projection orthogonale. Projection orthogonale, donc je vous rappelle que c'est, si je prends un point, parce qu'on peut projeter aussi des droites ou des vecteurs, on peut en projeter ce qu'on veut. Bien, si je prends un point, ben, voilà, on abaisse la perpendiculaire par rapport à la droite pour laquelle on veut projeter le point, et on abaisse la perpendiculaire issue du point pour lequel on veut faire la projection orthogonale sur la droite D. Donc ça c'est assez simple, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est juste que je vous montre que qu'est-ce que c'est un petit peu en gros, c'est toujours des projections perpendiculaires et on ne sait pas y échapper, c'est quelque chose qui est perpendiculaire. On va voir des notions de perpendicularité ici, d'office. Qu'est-ce qui est perpendiculaire? C'est la droite qui est perpendiculaire. On a la tangente, ça c'est la tangente, j'en prends une des tangentes, une parmi les tangentes, et on aura une droite perpendiculaire à la tangente, mais la tangente on la connaît, hein, c'est assez simple. Hein. La tangente on la connaît, bon, je vais vous la montrer tout de suite. Alors je vais aborder le problème. Alors vous voyez qu'ici, ce problème c'est un problème de démonstration, rien de plus. Hein. Apparemment c'est un problème de démonstration. Il faut rechercher un lieu en le démontrant, parce qu'apparemment il ne donne aucune valeur, voilà, il ne donne pas de valeur constante, il n'y a rien qui est donné ici. Ils vous disent, ben voilà une ellipse, voilà deux foyers de l'ellipse, démontrer que le lieu des points, qu'est-ce que c'est? Ben, on peut imaginer ce que c'est, je vous le dis tout de suite, hein, moi je sais ce que c'est, voilà, on imagine. Hein. Vous pouvez imaginer ce que c'est, si vous avez trouvé, vous avez compris ce que c'est. Hein. Mais je vais le démontrer. Je vais le démontrer, je vais vous le faire apparaître ici. Je peux vous dire que c'est un cercle. C'est un cercle qui va englober l'ellipse. Donc c'est-à-dire que c'est le grand cercle. Ça va être le grand. Normalement, pour moi, ça va être le grand cercle. Pour moi. Ce lieu sera le grand cercle. Alors, je vais le montrer tout de suite. C'est une démonstration apparemment, parce que je vois rien qui tourne autour. Même moi, je vais quand même mettre des chiffres hein, pour pouvoir démontrer. Il faut que j'ai une base de construction. Alors cette base de construction, je vais prendre l'ellipse la plus facile, avec des très beaux carrés parfaits. Je vais prendre bien sûr l'ellipse centrée. Moi, je vais la prendre centrée, pas de problème. Je vais mettre 9 pour dire que j'ai un cercle de 3 plus y carré sur 4 avec a plus grand que b. Le a vaut 3 et le b vaut 2 égale 1. Et là, j'ai mon équation de l'ellipse. Voilà. Donc je vais travailler sur base de cette ellipse là. Il faut bien que j'ai quelque chose parce que bon, il faut. Bon, pour les besoins de la démonstration, vous n'aurez pas ça. Hein. Pour les besoins de la démonstration,
votre ellipse sera une ellipse quelconque, parce qu'il ne donne rien. Bon, moi j'ai fait ça pour me faciliter la tâche, j'ai pris des valeurs, mais vous aurez une ellipse qui, dans ce cas-ci, on aura x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Voilà. Alors, j'ai pris a plus grand que b pour me faciliter la tâche, c'est-à-dire j'ai pris une ellipse qui était horizontale. Hein. Elle est horizontale, donc j'ai pris a plus grand que b. Ce qui veut dire que la relation a carré égale b carré plus c carré. C'est ça la relation. La relation, ça. Je prends ça. Parce qu'il ne m'impose rien du tout. Je choisis a plus grand que b. J'aurais pu prendre a plus petit que b et la mettre verticalement. Mais bon, les gens aiment bien travailler avec quelque chose d'horizontal, une ellipse horizontale, plutôt que de travailler avec une... Je peux le faire avec la démonstration ici, c'est pas un problème, mais il n'y a rien qui va changer. Hein. Ça peut... Si le A devient B, B devient A, c'est juste ça. Donc autant travailler avec... voilà, il va y avoir une inversion à certains moments. Et en plus de ça, la relation, elle est plus la même, c'est A carré moins B égale B carré moins C carré, pour éviter d'avoir un carré A carré négatif. Pour avoir un C carré, pour éviter d'avoir un C carré négatif, au niveau vertical, le B devient A. Enfin, on a B carré moins A carré. Pour rester positif au niveau du C carré. Parce que A carré ne peut jamais être négatif. Voilà. Par contre, ici, il n'y a pas de problème. A carré, A est plus grand que B. Donc, si je fais A carré moins B carré, c'est toujours positif. Mais, comme B carré est égal à A carré moins C carré, ben, et non pas... Enfin, comme C carré est égal à A carré moins B carré, et non pas B carré moins A carré, parce que A ici il est plus grand que B, donc A carré, A, si A est plus grand que B, A carré est plus grand que B carré, donc A carré moins B carré est positif, donc C carré est bien positif, il n'y a pas de problème. S'il était négatif, il faut inverser, si vous voulez, enfin, permuter les deux termes, A carré, B carré. Ce sera B carré moins A carré. Et ça, c'est dans le cas où on a une ellipse verticale. Donc je vais prendre ceci, A carré est égal à B carré plus C carré. Pour les besoins de la démonstration, donc A plus grand que B, on m'impose rien, mais je me fixe des choses, A carré plus B carré égale C carré. A carré égale B carré plus C carré. A carré égale B carré plus C carré. Bon. Pour un premier début, c'est bien. Hein. Bon, alors, maintenant, les tangentes. Ben, c'est les tangentes à l'ellipse. Bon, je vais aller rechercher ça tout de suite. Là, ça, ce sont les tangentes à l'ellipse. Vous voyez qu'il y a les tangentes à l'hyperbole, les tangentes au cercle et les tangentes à la parabole. Bon. Ce qui va m'intéresser, c'est les tangentes à l'ellipse. Donc, je vais aller chercher les équations de tangente à l'ellipse. Et on va adapter ça. Alors, je vais chercher les éléments de l'ellipse. Il possède des axes de symétrie, ben, c'est les axes x, y. Un cercle de symétrie qui est l'origine, pas de problème, je ne vais pas dessiner ça parce que, bon, pour ne pas encombrer les axes de symétrie, enfin les axes des coordonnées, et pour éviter de... Voilà, on a déjà des axes, donc je ne vais pas mettre des axes dessus. Ce sont les axes des abscisses et des ordonnées qui sont déjà là, présents, j'ai pas besoin d'un autre axe dessus. Alors, le grand cercle, oui, je vais mettre le grand cercle, ben, on va faire ça. Le grand cercle, on l'a. Bon, je vais déjà faire ça, le grand cercle. X égale, le grand cercle, c'est x carré, il est centré à l'origine, plus y carré. Il y en a un qui vaudra 9, enfin 3 de rayon, bien sûr. Et le second vaudra 4, c'est-à-dire rayon 2. Bon, je vais bien mettre les directrices, ça ne me dérange pas, je vais mettre les directrices. Bon, les directrices, je vous rappelle que les directrices associées à F1 et au foyer, c'est A carré sur C. Hein. Vous faites A carré sur C, vous les avez. Bon, moi, je ne vais pas faire A carré sur C. Bien sûr, c'est A carré sur C moins A carré sur C. Moi, je tape directement directrice. Voilà. Si vous voulez faire A carré sur C,
Alors, tout d'abord, il faut calculer le C carré. C carré qui vaut 9 moins 4. Moins 4, ça fait 5. Voilà. Ça, c'est le C carré. Donc, pour avoir la directrice, x égale, ben, c'est donc a carré c'est 9 sur voilà, ça c'est la première, et puis vous construisez la seconde, et approximativement ça fait bon, si j'ai pas demandé de résoudre, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Voilà, ça fait plus ou moins, bon, je vais calculer ça. Moi, je calcule la machine. 9 divisé par 5 racine carrée, 2,22. A carré vaut bien 9. Et A carré moins B carré, ça fait 5. A carré plus B carré, je m'excuse. C carré, c'est A carré plus B carré. Donc je vais aller chercher 9 plus 4. 9 plus 4, ça fait 13. Donc c'est racine de 13. Là, je peux calculer à la calculette. 9 divisé par 13 racine carrée. Voilà, qui vaut 2,49. Bon, pas pour ça. A carré, ça fait bien 9. 9 plus 4. Bon, on va regarder. Non, c'est A carré. C carré vaut A carré moins B carré. Donc c'est C carré. Je me trompe là. Qu'est-ce que je sais pas qu'est-ce que j'ai marqué là. Oui, là je me suis trompé. C'est C carré est égal à A carré moins B carré. Mais une petite erreur. Hein. C carré est égal à A carré moins B carré. C carré est égal à A carré moins B carré. Bon. Donc, là, C carré, c'est A carré moins B carré. Donc ça c'est bon. Le A carré, il vaut 9. 9 sur racine de 5, c'était bon. Voilà, c'est bon. 4,02. 4,02. Donc vous le trouvez comme ça. Hein. Bon, vous pouvez trouver les. Et l'autre, c'est pareil. Bon, j'ai pas besoin de faire les calculs. Ça, c'est des applications juste de formules. Hein. Je sais pas si je dois vous montrer ceci, mais ça, je pense que vous êtes capable de le faire. Donc, voilà, les deux directrices sont là, l'une sur l'autre.
Il y a une directrice que j'ai, voilà. Donc, et on peut avoir les foyers. Bien sûr, les foyers, c'est... pour avoir les foyers, c'est C. C0 et moins C0. Donc le C, c'est racine de 5. Donc le sommet, si vous voulez, il est... en x égale 0, non, en y égale 0, mais en C, c'est C0. Moins C0 et C0. Donc, parce que voilà, il est sur l'axe des X, donc c'est Y égale 0. Donc c'est SQRT de... il l'a pas pris. Voilà, virgule 0. Voilà, le premier foyer, il est là. Et le second, bon, je vais l'appeler foyer 1. Ou je peux l'appeler F1 pour foyer. Et je vais mettre le second foyer F2. F2 qui est moins SQRT de 5,0. Voilà. Donc j'ai bien F1, F2, bon, les foyers. Bon, ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse le plus. Hein. Le restant ne m'intéresse pas. Le restant ne m'intéresse pas. Bon, qu'est-ce qu'il restait? Il restait... bon, je peux mettre le paramètre. Je vais mettre le paramètre. Bon, comme ça, on l'a. C'est une droite qui va passer... Enfin, une droite perpendiculaire. Je vais faire une droite perpendiculaire. Prendre une droite perpendiculaire. Point. Ici, la droite, elle est complètement ratée. Une droite perpendiculaire. Point. Là. Là, je recrée un segment. Enfin, je vais d'abord créer un point d'intersection. Voilà. Je vais créer un segment qui va aller de F du foyer à A. Voilà. Et je peux enlever le J, la droite J. Bon, voilà, ça c'est le paramètre. Alors si vous voulez savoir combien il fait B carré sur A. Il fait B carré sur A. Je peux trouver la distance AF1. Distance point G. A. F1. Voilà. C'est 1,33. Le paramètre. Ouais, ici le paramètre, il donne uniquement le paramètre d'une parabole. Il ne donne pas pour une ellipse. Donc, je vais le calculer. Le paramètre P, il vaut... donc, on a dit que c'était... paramètre, c'est B carré sur A. B carré sur A. Alors, B carré, c'est 4. B carré 4 sur A. A carré vaut 9, donc A vaut 3. 4 tiers, c'est bien 33, c'est juste. Vous voyez, c'est bon, hein. Tout est bon pour l'instant. Alors maintenant, je vais aller chercher la tangente. La tangente. Tangente. Point créé à partir du point A. Et voilà, il passe bien par le point d'intersection qui est là, qui est la directrice. Alors là, j'ai deux droites, c'est pour ça qu'il ne sait pas quoi quand je mets un point. Je vais en enlever une de directrice. Je vais enlever ces directrices-là, de telle manière à placer correctement un point, parce que lui, il voit deux droites, il ne sait pas sur laquelle se mettre. Donc je vais chercher un point d'intersection. Ouais, il l'a mis. F.
Bon. Alors maintenant, je vais aller chercher les droites perpendiculaires. Tout d'abord, je vais faire une tangente en un point quelconque. La tangente là-bas, elle est fixe hein, par rapport aux paramètres. Je vais chercher une droite, une tangente. Je vais placer un point. Ici. Je vais aller chercher une tangente. En ce point-là. Voilà, ça c'est une tangente. Et maintenant, je vais chercher la projection orthogonale de F1. Donc, je vais chercher maintenant une droite perpendiculaire. Voilà. Elle est perpendiculaire. Hein. Et alors, bon, et là, on a le point, si vous voulez, ceci c'est le point de la projection orthogonale de, voilà, F1 sur la tangente. Alors maintenant, si vous voulez toutes les autres tangentes, ben, on va regarder comment ce qu'on peut faire. Voilà. Et le lieu, vous voyez qu'il décrit le cercle. Le lieu décrit le cercle. Donc ce qui veut dire que le résultat doit être un cercle de rayon, si vous voulez, qui vaut, c'est le grand cercle ici, c'est A. Ouais, parce que j'ai pris A plus grand que B. Donc le cercle doit être, voilà, on doit trouver x carré plus y carré égale A carré. Le résultat final, le lieu qu'on doit trouver est tout bonnement. Je vous avais dit que c'était un cercle, hein, on pouvait s'en rendre compte facilement. Eh bien, le lieu qu'on doit trouver, ben, c'est tout bonnement x carré plus y carré égale A carré. Voilà, le lieu, c'est celui-là. Assez simple. Voilà, le lieu, vous voyez qu'il décrit le grand cercle. Le point H, c'est le point, oui, H. Vous voyez que le point H suit le grand cercle, donc c'est clair et net. Alors, je vais arrêter l'animation et je vais vous montrer un truc avant de commencer la démonstration. J'arrête l'animation. Alors, si maintenant, ça c'est pour le fun, je vais vous montrer quelque chose. Pour le fun, supposons que je prenne un point. Ne pas prendre les points. Si je prends un point, ici, cercle. Maintenant, si je relis, vous voyez, ça c'est une projection orthogonale que je viens de faire par rapport à une tangente, mais ne pas confondre avec voilà, une animation comme celle-ci. Il y en a un, il va suivre les. Par rapport aux deux foyers, c'est la distance. La distance est constante par définition d'une ellipse. Voilà, pour la définition d'une ellipse, c'est bon, la distance du foyer à un point de l'ellipse, la somme des distances voilà, d'un point fixe qui est le foyer et de l'autre distance du second foyer à l'ellipse, ben, ces distances est constante, donc ça dessine l'ellipse si vous voulez. Si je réunis les deux distances restent constantes là, hein. Vous voyez que F1 qui est I, je crois que c'est le point I, je sais pas, ouais c'est le point I, F1I plus F2I, ben, c'est une constante, hein, et ça dessine une ellipse, par définition c'est l'ellipse. Ne pas confondre avec un foyer et une perpendiculaire foyer et une perpendiculaire à la tangente. Là, ça dessine le grand cercle. Alors qu'à un moment donné, vous voyez qu'il va passer par A et vous aurez le paramètre. Hein. Regardez, le point H va passer par A. Je vous le dirai, le top, quand il passe par A. Top. Non, je m'excuse, il n'est pas passé par A. Enfin, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'à un moment donné, il va être
Voilà, là il prend lieu et place de la tangente qui passe par A, FA. Vous voyez la droite FA, vous avez la droite FA là-bas, eh bien, une des tangentes va passer par FA, parce que FA est une tangente particulière. Hein. Donc, fatalement, comme il dessine toutes les tangentes, ben, il va passer par la tangente FA. Voilà. Alors, ceci étant fait, bon, maintenant, je vais faire la démonstration. Bon, pas difficile, hein. Il faut juste mettre les choses en place. Donc, j'ai une tangente. Bon, et la tangente, bon, je l'ai, puisque on sait bien que c'est la tangente à une ellipse. Donc, je vais aller rechercher cette... alors, j'ai bien pris cette équation-là, x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. C'est bien cette tangente-là que je vais prendre. Alors, je vais prendre une tangente... voilà, je vais prendre cette tangente-là, avec le plus. Il faut bien que j'en prenne une. Je vais prendre celle avec le plus. Donc, je vais manipuler celle-ci, c'est-à-dire celle ayant une direction variable. Sa direction est variable. Hein. En fait, c'est un faisceau de droite. C'est un faisceau de droite. C'est un faisceau de tangente. C'est ce qu'on appelle un faisceau de tangente. Bon, mais il faut bien que j'en prenne une. Mais je vais en prendre qu'une seule. C'est celle qui est avec le plus. Alors, je vais commencer à mettre les choses en place. Voilà. Donc, c'est une direction variable. Direction variable, elle est là. Mais en plus de ça, j'ai pris A plus petit que B, rappelez-vous. Voilà, tout ça reste d'actualité. Tout ça reste d'actualité, donc je vais le reprendre, remettre là. Tout ceci concourt à trouver la solution, que x carré égale x carré plus a carré égale a carré, ça va concourir à trouver ça. Le tout, c'est de mettre les choses en place. Alors, j'ai besoin d'encore d'une autre... Ici, j'ai dit que j'allais prendre celle qui était positive. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Ben, il faut chercher la perpendiculaire. Alors, la perpendiculaire, passant par F1, ben, F1, on connaît la coordonnée. Hein. F1, on connaît sa coordonnée. C'est la C0. F1, il passe par C0. Donc, on a un point de passage. Et on connaît le coefficient angulaire qui est l'inverse de... L'opposé de l'inverse de... Parce que les perpendiculaires, c'est une droite qui est perpendiculaire à ça. On connaît le coefficient angulaire de celui-là. Donc, la perpendiculaire, c'est l'opposé de l'inverse. Voilà. Fois x. Et on sait bien qu'il passe par en x égale 0 et en y égale c. Non, en y égale 0 et x égale c. Ouais, c'est le contraire. Voilà, et normalement, je dois pouvoir me débrouiller avec ces deux équations parce que j'ai une équation ici, une seconde équation de droite là. Alors, ça, c'est les droites perpendiculaires. Droites perpendiculaires. Et ça, ce sont les tangentes. Donc, je vais écrire ça de manière correcte. Alors, moins lambda, normalement, la 2, si je la transforme, ça va me donner moins lambda y. Y moins 0, ça fait y. Moins lambda y égale x moins c. Alors, moins lambda y vaut x moins c. Bon, donc on a une génératrice variable qui est la droite perpendiculaire.
et une génératrice variable qui est la tangente. Il y a deux génératrices, voilà, deux droites variables, on va dire des faisceaux générateurs. Des faisceaux générateurs. Alors celui-ci, ça va faire, si je le mets correctement, si je prends le C, c'est x plus lambda y. Voilà. X plus lambda y. Donc, je vais écrire ça tout de suite. Un faisceau générateur. Faisceau. Le premier faisceau générateur, qui sont les droites perpendiculaires au foyer F1. C'est C égale x plus lambda y. Bon. Ensuite, j'ai un second faisceau générateur qui sont les tangentes à l'ellipse. Voilà, d'équation, je vais aller chercher tout de suite. Je vais regarder si je peux la transformer, cette équation-là. Lambda x plus racine carrée, je peux la prendre comme ça. Je peux la prendre telle qu'elle. Hein, bon, en tout cas, il y a une racine carrée, il faudra mettre au carré pour... il faudra mettre le racine carré dans un moment pour élever au carré, pour enlever la racine carrée. Donc ce que je vais faire, c'est je vais écrire y moins lambda x. Voilà, je vais écrire y moins lambda x égale à racine carrée de a carré lambda carré plus b carré. Voilà, j'ai deux équations et là je dois pouvoir me débrouiller puisque la projection orthogonale n'est rien d'autre que l'intersection, si vous voulez, des deux droites. J'ai le premier faisceau de droite, voilà, avec le second faisceau de droite, et l'intersection me donne le point, je crois que c'était I ou H, c'était H. Dans ce cas-ci, ça va me donner le point d'intersection donne H. Donne H. Parce que I, c'était bon. Je ne vais pas le mettre le I, c'est pour vous montrer que si je pars des foyers, ça va donner l'ellipse. Voilà, si je pars des foyers, ça va donner l'ellipse. Voilà, mais donc là, j'aurai le H, le fameux H qui est là-bas. Donc l'intersection va me donner le H. Donc voilà comment faire la projection orthogonale. Et normalement, ça doit pouvoir me donner le cercle. Hein. Il suffit de mettre ça juste en place et ça va me donner le cercle. Bon, alors pour ça, je vous ai dit que celui-là, je vais éliminer le carré. Donc, oui, le C, vous allez me dire, on ne le connaît pas. J'en profite pour faire une pierre deux coups. Mais si, le C, on le connaît. Hein. Le C, on le connaît, parce que le C, c'est A carré moins B carré. Enfin, racine carrée de A carré moins B carré. Parce que C carré, c'est A carré moins B carré. Donc là aussi, je vais avoir une racine carrée, parce que si C carré vaut A carré moins B carré, ben le C, c'est racine carrée de A carré moins B carré. Donc je vais aller chercher, je vais faire une pierre deux coups. Racine carrée de A carré moins B carré est égal à X plus lambda Y A carré lambda carré plus, vous voyez qu'il va y avoir du moins et du plus qui vont s'éliminer, on le voit tout de suite. Voilà. Vous voyez qu'on aura moins b carré plus b carré, le b carré va tomber. Donc c'est pour ça que je vous dis que on aura un cercle qui vaudra x carré plus y carré égale a carré. On n'aura plus d'a carré, on le voit tout de suite ici apparaître quand je vais élever au carré. Y moins lambda x.
Bon, eh ben, on va élever ça tout de suite au carré. Je retire le carré parce que j'ai élevé au carré à gauche. Par contre, j'élève au carré à droite. J'enlève le carré parce que je l'ai mis au carré à gauche. Et j'élève au carré. À droite. Alors si j'élève au carré à droite, c'est un produit remarquable. C'est x carré plus lambda carré y carré plus le double produit de lambda xy. J'élève au carré à droite. C'est x carré, enfin y carré, plus lambda carré x carré, moins 2 lambda xy. Bon, alors maintenant, si j'additionne, le b carré va tomber. Si j'additionne, bon, je vais regarder ce que je peux faire avec ça. Bon, je vais d'abord additionner. Si j'additionne, j'aurai a carré plus a carré lambda carré égale x carré plus y carré plus lambda carré x carré plus y carré. Alors si j'additionne les deux autres, ils tombent. Bon, j'ai déjà éliminé du b carré, du lambda carré x carré. Alors je vais mettre en évidence x carré plus y carré. Il va rester 1 plus lambda carré. Et je mets en évidence le a carré. Il va rester 1 plus lambda carré. Alors le lambda, il n'est jamais nul. Hein. 1 plus lambda carré, voilà, lambda carré, 1 plus lambda carré, il est toujours différent de 0. Hein. Donc je peux simplifier. 1 plus lambda carré est toujours différent de 0. Parce que ben, on ne saurait pas avoir moins 1 pour lambda carré. C'est comme si vous avez x carré plus 1. X carré plus 1, on ne saurait pas avoir 0, sauf dans les complexes. Ben, ici, on n'est pas dans les complexes. Donc ce qui veut dire que je peux simplifier par 1 plus lambda carré. Et voilà, qu'est-ce qu'il reste? Ben, il reste x carré plus y carré égale a carré. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il ne reste plus que x carré plus y carré égale a carré, c'est-à-dire qu'on a un cercle centré à l'origine de rayon A. De rayon A. Donc le lieu, c'est ceci. Donc c'est assez facile à démontrer. Hein. Très simple. Pour autant qu'on connaisse bien sûr ces théories sur les coniques. Parce que si on ne connaît pas les théories sur les coniques, bah, on ne saura pas déjà faire... Si vous ne savez pas la théorie sur les coniques, vous ne savez pas sur quoi partir déjà. Hein. Bon, le tout... L'analyse, c'est bien, mais analyser alors qu'on n'a pas suffisamment de connaissances, ça ne sert à rien d'analyser, hein, parce qu'en fait, il faut connaître ces théories sur les ellipses. Hein. Si vous avez un exercice sur les ellipses, il faut étudier les tenants et les aboutissants sur les ellipses. Parce que bon, si vous ne connaissez pas, c'est pas la peine de faire l'exercice, c'est toujours le même cas de figure. Hein. On vous demande de faire des trucs, bon, vous ne connaissez pas, bon, c'est normal que vous ne sachiez pas les faire. Pour savoir les faire, il faut d'abord connaître sa théorie, ou
ou du moins, au minimum, d'avoir la documentation en face de soi. Parce que bon, si vous n'avez pas de documentation et vous ne connaissez pas vos théories, ben, je vous prie de me croire que vous allez tourner en rond là. Ça ne va rien faire du tout. Donc, si maintenant vous êtes en classe et si vous avez encore la documentation en face de vous concernant les ellipses, ben, euh, reportez-vous à la documentation sur les théories sur les ellipses. Sinon, si vous êtes à un examen, ben, si c'est pas un livre ouvert et que vous n'avez pas le droit à avoir un formulaire, il faut connaître les formules par cœur. Il faut connaître la formule par cœur. Et à partir de là, on peut mettre les choses en place. On peut mettre les choses en place. Et là, bon, vous voyez que c'est comme ça que ça se passe parce qu'il n'y a pas de valeur à mettre. Mais rien ne vous empêche de construire une ellipse et à mettre des valeurs comme je l'ai fait ici. Hein. Vous pouvez partir sur une ellipse, on met des valeurs pour voir les choses clairement. Parce que c'est vrai que tout ce qui est faisceau, bon, avec GeoGebra, ça vous aide fameusement. Hein, parce que GeoGebra, bon, vous faites des animations et vous dites, ah bon, ça y est, je commence à comprendre le lieu, comment il est. Mais si vous ne connaissez pas le lieu, l'idéal avant de partir sur des calculs, c'est de savoir au moins avoir une approximation du lieu. Si vous avez déjà une approximation du lieu, vous savez prendre la direction, une certaine direction. Si vous n'avez pas l'approximation du lieu, là, bah, faites vos calculs. Là, vous ne savez pas si vous allez avoir bon ou pas. Parce que vous êtes dans le doute. Par contre, dès le moment où si vous connaissez, vous avez GeoGebra, vous commencez à mettre bon, le paramétrage sur GeoGebra. Vous allez me dire, ouais, mais à l'examen, j'ai pas GeoGebra. Je suis d'accord avec vous. Mais à ce moment-là, il faut faire peut-être, pourquoi pas, un petit dessin avec une petite ellipse et faire vite les choses. Essayer d'entrevoir à quoi pourrait correspondre le lieu, en gros en traçant des choses et voir plus ou moins en faisant avec des ellipses. Et puis vous l'adaptez bien sûr à quelque chose à des génératrices, des faisceaux générateurs. Hein. Des faisceaux générateurs ici qui sont des faisceaux variables. Hein. Le tout, c'est de prendre quelque chose de fixe et puis après commencer à voir qu'est-ce qui pourrait bouger. Et en faisant bouger, qu'est-ce qu'on aurait comme lieu, comme lieu générateur. Une fois qu'on a un lieu générateur, ben, on a vu la chose, ben, ouais, ici c'est facile. Bon, j'ai tout de suite vu que c'était x carré plus y carré égale a carré. Donc, de toute façon, je l'avais déjà vu, au niveau, euh, au départ. Voilà, il y a quelque chose qui me disait, voilà, pourquoi? Parce que ici, quand vous faites, vous voyez, vous avez un point ici qui est caractéristique. Vous savez aller chercher ce point-là. Si vous allez chercher la tangente ici, voilà, là, la projection orthogonale, vous avez un point là que je vais appeler x', mais fatalement, ce point-là, il sera là-bas, x'. Ça veut dire que celui, il va passer en deux points caractéristiques qui sont x' et x secondes. Ça, c'est déjà une chose. Et en plus de ça, ce lieu, il ne peut pas tendre vers l'infini. Hein. Les projections, voilà. Si vous prenez des perpendiculaires, ça va limiter quelque chose on n'aura pas jamais du parallélisme. On n'aura jamais du parallélisme parce que c'est perpendiculaire. Si c'est perpendiculaire, vous n'aurez jamais d'infinitude. Si vous n'avez pas d'infinitude, c'est qu'il y a quelque chose de fini. Qu'est-ce qui est fini? Ben déjà ici, on sait bien qu'on a deux points qui sont finis. Bon, voilà. Et alors, on peut entrevoir que ici, le lieu va augmenter, 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 augmenter au premier cadran, puis il va diminuer, diminuer, diminuer. Donc, et comme tout est symétrique, ben, on se rend compte que ce qu'on aura en partie ici trouvé va se retrouver là-bas, va se retrouver aux quatre cadrans. Donc, on pourrait étudier uniquement sur un cadran et faire une symétrie. Et donc, on voit bien que comme rien n'est infini, voilà, mais on peut se rendre à l'évidence qu'on aura un cercle. Ce serait un cercle. Ce serait un cercle. Alors maintenant, je pourrais même penser autrement. Hein. Si je fais la démonstration d'une ellipse horizontale, ben, j'aurai x', x secondes là. Si je fais l'étude d'une ellipse verticale, j'aurai y', y seconde ici. Ce qui veut dire que x', y seconde, y', y seconde sera égal à x', x seconde. Donc j'aurai un cercle. Rien qu'en jouant à l'aide de deux ellipses, l'une horizontale, l'autre verticale, je peux me dire que voilà, j'aurai un cercle. On peut se dire que les tangentes sont un cercle. Parce que là, j'aurai deux tangentes on va dire, qui seront limites là et là. Toujours avec la même équation là, si ce n'est qu'il y en a un A plus grand que B, l'autre B plus grand que A. Mais j'aurais pris des valeurs
bien sûr, là je prends 9 et puis 4, et puis je prends 4 et 9, voilà. Et je peux me dire, voilà, là j'aurai un maximum ici, un minimum là, là un maximum ici, et un minimum là. Et ces maximum minimum, bon, seront les mêmes, c'est juste qu'on a interchangé la variable, donc fatalement le lieu sera un cercle. Tout simplement en ayant 4 points au travers de 2 ellipses différentes, mais je sais bien que j'aurai 4 points, donc ces 4 points définissent le lieu sera un cercle. D'autant plus qu'on sait bien que le lieu va augmenter. Le lieu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va faire ça. Pendant que le x diminue, pendant que le y augmente, le x diminue. Voilà, donc pendant que le y augmente, le x diminue. Et puis quand le y diminue, quand le y ici diminue, oui. Enfin bref, j'ai rien dit, mais enfin, on sait apercevoir qu'on a un cercle. Hein. On peut identifier que le lieu est un cercle dès le départ. Hein, par 36 réflexions, on peut se dire que la tournure des événements allait tourner vers un cercle. Et donc, dès le moment où vous avez la tournée des événements, notamment ici via GeoGebra, là il n'y a pas photo, mais il y a tout ce qui se passe qui apparaît. Il suffit à ce moment-là plus que de démontrer. Or, on a que deux droites. À partir de ces deux droites, la projection orthogonale n'est rien, la projection orthogonale dans ce cas de figure-ci n'est rien d'autre que la tangente qui est connue de l'ellipse. Je vous l'ai mis ici. Là, vous avez la tangente du cercle, tangente de l'hyperbole, la tangente de voilà de l'ellipse. Il y a même la parabole, si vous voulez le savoir, elle est là. Donc vous allez chercher, il y a une tangente tournante, générateur de tangente tournante qui est l'ellipse. Et l'ellipse, c'est bon, vous allez chercher cette tangente-là, vous en prenez une des deux. Voilà, prenez la positive ou la négative, peu importe, on s'en fout de ça. J'ai pris la positive et voilà. Et le deuxième cercle générateur, enfin droite générateur, c'est la perpendiculaire. On connaît le coefficient angulaire de la pente. Donc l'autre générateur, c'est l'opposé de l'inverse. Mais on sait bien qu'il passe par le voilà par le foyer. Le foyer, on connaît sa coordonnée, c'est C, mais C dépendant de A et B. Donc on connaît A et B. Au départ, hein, au départ, c'est A et B, c'est x carré sur A carré plus B carré plus Y carré sur B carré, on connaît A et B. Donc on connaît tout. On a deux faisceaux générateurs de droite tangente, enfin une tangente et une perpendiculaire à la tangente. On a le point d'intersection, boum, ça nous sort d'office l'équation du cercle. En éliminant tout ce qu'il faut. Quand je dis éliminant, on a éliminé le B carré. Il s'est auto-éliminé quand j'ai additionné les deux équations. Et en éliminant, bien sûr, qu'est-ce qui s'est éliminé? Le 1 sur B carré, parce que j'ai simplifié par 1 plus B carré. Voilà, mais qu'est-ce qui s'est auto-éliminé? C'est 2 lambda XY moins 2 lambda XY. Il s'est auto-éliminé. Rien qu'en faisant une somme. Rien qu'en faisant une somme ici. Bon, c'est pour ça que je vous dis que c'est assez simple. C'est pas encore très difficile comme problème, ça. Je vous remercie.